Bonjour Émilie Asler-Jousset, rebonjour, on s'est déjà dit bonjour dans le sommaire. Vous êtes présidente de l'UNIS Île-de-France. L'UNIS, pour simplifier, c'est l'organisation des professionnels de l'immobilier. Bon, alors il y a un sujet effectivement sur la position du logement au sein du gouvernement, on va l'aborder, mais ce n'est pas la première question que j'ai envie de vous poser. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'évolution normative qu'on observe sur l'ensemble des métiers liés à l'immobilier, que ce soit agent immobilier, que ce soit syndic de copropriété, sans parler des propriétaires. Alors, ce n'est pas des professionnels de l'immobilier, mais ils sont rarement oubliés quand il s'agit de normater, normater, ou en tout cas de réglementer le sujet. Et on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que le secteur de l'immobilier était un western il y a 10 ans, ou parce que d'un coup d'un seul, le gouvernement a décidé de réglementer, voire surréglementer le secteur? Comment est-ce que vous le voyez, et est-ce qu'on a un début d'explication à comprendre pourquoi il y a autant de normes aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier? Alors, tout d'abord, l'UNIS, c'est la réunion de tous les professionnels de l'immobilier, de toute la chaîne, agents immobiliers, mandataires, syndics, gestionnaires de biens et promoteurs rénovateurs. Donc, avec tous ces professionnels réunis en son sein, on avait déjà lancé, je vais vous faire peur, mais il y a 10 ans, une manifestation sur la place au niveau des Invalides. Et le leitmotiv, c'était « Stop à la folie réglementaire ». Et c'était il y a 10 ans. Donc, si vous voulez, pour nous, l'inflation législative ou normative, on l'appelle comme on veut, elle est constante. Depuis toujours. Depuis toujours, l'exécutif de droite, de gauche, peu importe, a toujours cru qu'une loi allait résoudre le problème du logement en France. Le premier problème du logement en France, c'est le problème de nombre de logements, puisqu'en fait, on manque de logements en France. Toutes les lois qui ont été passées, on va dire depuis 20 ans, 30 ans, en tout cas pour la période pour laquelle j'ai exercé, on va s'arrêter à 20 ans, ça me suffit, n'ont jamais résolu ce problème-là. On s'est attaqué au mode de gestion. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Le problème, c'est que tous les 3 mois, on a un nouvel arrêt, un nouveau décret, une nouvelle loi qui nous met en situation de devoir expliquer à nos clients et donc aux copropriétaires, aux bailleurs et aux partenaires les modifications qu'il va falloir apporter dans le mode de gestion de leurs biens. Donc il n'y a pas de visibilité, c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'il y a une gestion court terme, en tout cas une réglementation court terme du sujet. Rien que fiscalement. On a la loi du budget qui est votée au mois de décembre. On doit l'appliquer en catastrophe au mois de janvier pour les déclarations d'impôts dans l'année. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, 1er janvier, tous mes clients nous demandent la déclaration d'impôt des revenus fonciers et on ne peut pas leur produire tout de suite puisqu'on attend les modifications. Donc en fait, alors ça, c'est de voir le petit bout de la lorgnette, mais c'est beaucoup plus général. Donc on a un vrai problème de compréhension de l'exécutif en général et de nos politiques qui ne sont pas issus du monde de l'immobilier et qui ne voient pas les enjeux plus généraux qu'on a. Et en fait, comme tout secteur d'activité, l'immobilier a besoin de stabilité. On a besoin de normes qui sont édictées une bonne fois pour toutes. On se met d'accord. On a fait évidemment des tonnes de propositions. Je vous ai apporté encore 2 livres blancs qu'on a présentés dans le cadre des campagnes actuelles. C'est pas les idées qui manquent de simplification, de permettre. Enfin, aujourd'hui, on a un code, il est comme ça. Alors justement, c'est-à-dire qu'il s'empile, ça veut dire qu'une loi n'en chasse pas une autre. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est bon. C'est notre système français. On empile, on empile, on empile. C'est pour ça qu'on voulait un ministère de l'habitat. Alors, inflation. On a porté. On va en parler justement. Inflation réglementaire, inflation normative, mais aussi inflation dans la façon de contrôler vos métiers. Limite de tarifer vos prestations. C'est une grande tentation de l'exécutif, mais ça date pas d'hier. En 1970, il y a une loi qui légifère sur la réglementation de l'exercice normal de votre activité. Ouais, c'est la loi Donc la normalité de votre activité, c'est ce qu'on appelle les conditions de capacité. C'est la loi Hoguet qui a été adoptée en 1970. Depuis, elle a été largement amendée, enrichie. Elle a fait évoluer le métier de syndic, elle a fait évoluer le métier d'administrateur de biens. Elle a donc, par exemple, réglé les problèmes des fonds mandants en instaurant un compte par copropriété, en gérant une représentation des fonds beaucoup plus fine, parce qu'effectivement, il y avait eu
faut le dire, quelques abus et quelques légèretés dans... Mais vous parlez d'abus, on a, par la dernière loi qui a été faite, dû instaurer, enfin qui a été votée, un comité de contrôle de certaines mauvaises pratiques. Mais qui n'a jamais vu le jour. Exactement, on attend toujours. Alors, justement, et pourtant, nous, professionnels, représentant nos confrères et consoeurs au sein de l'UNIS et des autres syndicats professionnels, on appelle de nos voeux la création de cette commission. Alors, les syndicats aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'est passé et qui a vraiment cristallisé votre profession, je pense à la loi Duflot, la fameuse loi Allure, qui a été revue et corrigée par Emmanuel Cos, on atténue un peu. Cécile Duflot a été la ministre du Logement qui a cristallisé autant d'animosité rarement atteinte dans un secteur d'activité. Vous confirmez ? Oui, parce qu'en fait, il y avait une Et pourtant, elle vous a rendu service. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire après. C'est-à-dire que la négociation avec elle a été houleuse, très compliquée. Moi, j'ai souvent envie de dire que c'est une question de personne aussi, et de mode de communication. C'était assez agressif. Donc, les professionnels de l'époque, qui étaient à ma place à l'époque, la négociation était très tendue, très dure. Quelques années plus tard, on se rend compte que nos collaborateurs, nos cabinets, ils ont avalé, digéré. Ils l'ont même fait comprendre à nos clients. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est digéré, accepté, mais elle est appliquée et elle est bien appliquée, cette loi. Le problème, c'est toujours le même. Le problème, c'est la façon dont c'est fait, en fait. Vous disiez en introduction, on va parler de l'absence de ministre du Logement. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des ministres aujourd'hui qui ne connaissent pas le domaine, Pourquoi il y a une absence Pourquoi, depuis 40 ans, à part deux grands ministres du Logement, qui étaient Pierre-André Périssol et Jean-Louis Borloo, pourquoi vous avez un exécutif, parce que ça date pas, c'est pas uniquement le gouvernement d'Emmanuel Macron, mais c'était le cas sous François Hollande, ça a été le cas sous Nicolas Sarkozy, peut-être un peu moins, mais ça a quand même été le cas, une absence totale de prise en compte du premier des postes de dépenses des Français. Moi, je pense qu'en fait, nos politiques... Ils en ont peur, c'est trop complexe, c'est quoi ? Ouais, il y a une question de complexité, mais il y a une question que eux sont dans des classes favorisées et que c'est pas un domaine qui les touche personnellement. Ils n'ont pas de problème pour se loger, nos hommes politiques. Et ils n'en ont jamais eu. Donc en fait, on se rend compte... Il faut avoir besoin de se loger pour comprendre effectivement le problème du logement. Je pense que si on n'est pas tous les jours, comme le sont nos collaborateurs, dans des immeubles avec des gens qui ont des vrais problèmes, des vraies problématiques d'humidité, de mauvais entretien, en fait, on est les médecins avec les architectes et le bâtiment de nos bâtiments anciens. Et en région parisienne encore plus, puisqu'on a un parc qui est plus vieillissant avec l'haussmannien. Justement. Et donc en fait, si on n'est pas confronté à cette réalité, à ces difficultés, en fait, on ne se rend pas compte que c'est hyper important pour les Français. Moi, je trouve que rien que de savoir que c'est le premier centre de coût de chaque famille française, ça me paraît aberrant qu'on n'ait pas un ministre digne de ce nom et qu'il n'y ait pas des hommes politiques qui se saisissent de ce domaine et qui bossent le sujet et qui travaillent... Parce que dans vos recommandations, d'ailleurs, si je permettais, je vais prendre votre feuillet pour le montrer. L'anti-sèche. Pour le montrer. Je commence à la connaître par cœur. Alors, pour le montrer à la caméra, c'est... voilà, vous avez... ici, toutes les recommandations que vous avez faites, je crois que c'est 14 demandes, il me semble, 14 recommandations. Dans ces 14 recommandations, où il y en a une qui quand même nous a pas échappé, c'est le fait que vous demandez un ministère du logement, mais qui n'est pas n'importe lequel. Vous demandez un ministère régalien, de plein exercice. On veut un ministère de l'habitat régalien, parce qu'aujourd'hui, on est divisé entre la chancellerie, pour la partie de la loi Hoguet dont vous parliez tout à l'heure. Avec Bercy pour le budget. Qui nous réglemente nos professions, donc contrat de syndic, etc. On a Bercy pour le côté fiscal dont je parlais tout à l'heure. C'est hyper important parce que l'immobilier, c'est quand même 13% des revenus du PIB. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un domaine où les gens qui investissent rapportent de l'argent à l'État qui permet de financer les autres actions de l'État. Donc, c'est quand même sensible. C'est-à-dire que les Français sont autant amoureux de leur logement que de l'immobilier en général pour investir et pour loger d'autres personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on veut un ministère régalien. Parce qu'en fait, avec le logement et toute la partie travaux, qui est aujourd'hui juste le petit bout de la lorgnette qui est uniquement vu par le dernier quinquennat, nous, on pense qu'il faut voir ça dans une globalité de façon à ce que tous les aspects importants de ces investissements soient pris en compte, de la partie financement, exercice du métier, réalisation de l'achat, vente, gestion, jusqu'à la revente derrière et le côté fiscal. Et la transmission, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est quand même les premiers biens qu'on transmet à ses enfants ou à ses petits-enfants. Et justement, Emmanuel Macron avait annoncé un peu maladroitement
qui voulait mettre un terme aux situations de rente ou aux rentes de situation. Vous voyez le lapsus. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'on n'est plus dans ce schéma de rente de situation. Ça a pu être le cas dans une certaine époque. On serait plus dans un mouvement entrepreneurial. Moi, je pense qu'un bailleur, et je le vois, enfin, on le voit tous dans l'exercice, quand on fait les comptes en fait à l'année de nos clients, un bailleur, il a non seulement un rôle social parce qu'il loge une famille, et surtout, pour lui, certes, il va, entre guillemets, gagner de l'argent, mais in fine, en région parisienne, on est sur des rendements à 2-3%. Donc, on ne peut pas dire que c'est le placement du siècle. Je pense que M. Macron a mieux placé son argent chez Rothschild qu'à 2 ou 3%. Voilà. Donc, j'espère pour lui. Allez, Voilà. oui, Ça n'engage que vous. Donc, j'espère pour lui. Et donc, du coup, je trouve que ce que veulent en fait les investisseurs pour l'immobilier, c'est non seulement d'avoir quelque chose de tangible, ça c'est très important en fait. Ils se disent au cas où c'est un toit au-dessus de ma tête s'il m'arrive quelque chose. Donc, si ça me rapporte un peu ou si ça me paye les charges, tant pis si la rentabilité n'est pas très bonne, au moins j'aurai quelque chose à revendre derrière, voire à transmettre à ma famille ou à mes proches. Donc, c'est ça, en fait, que n'a pas compris l'exécutif. Alors justement, une dernière question là-dessus. Moi, j'ai été assez frappé quand j'ai regardé le débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Le seul moment où on a parlé logement, c'était présenté comme problème et solution à une autre question qui n'avait été très peu abordée dans la présidentielle, qui était l'écologie. Et donc là, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment le seul moyen de voir le logement et l'immobilier aujourd'hui en France ? Enfin, j'imagine que ça a dû vous faire hurler d'entendre une réponse pareille. Alors, je pense que c'est Jean-Michel Jancovici qui répondrait bien mieux que moi. Oui. Il a fait un très bon livre, et il en a même fait une BD très, très bien faite avec les pourcentages de qui émet le plus de gaz à effet de serre ou pollue le plus. Le bâtiment, c'est moins de 10%. Donc, il faut être clair avec les chiffres qu'on veut utiliser ou faire passer. C'est-à-dire qu'il y a un problème à régler, mais c'est peut-être pas forcément la première des priorités quand on parle d'écologie, c'est ça ? Oui, exactement. Mais surtout, c'est plus facile d'agir sur les dépenses énergétiques de nos bâtiments anciens qu'il faudra rénover de toute façon, que sur les usines dans le monde entier qui polluent et sur lesquelles on n'a pas d'impact, nous, Français. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est plus facile de taper sur des propriétaires ? Et bien sûr, les propriétaires, ils sont pieds et poings liés avec leur investissement. La loi climat, c'est pas délocalisable. Même. On a déjà, nous, mis en branle toutes les formations nécessaires à tous nos adhérents pour que la loi climat soit respectée, parce qu'en fait, on est des bons petits soldats, nous. On a une nouvelle loi, on se forme, on l'applique et on la fait appliquer à nos clients. Donc, on ne va pas avoir le choix. On le voit déjà depuis 6 mois, tous les diagnostics qui sont faits et qui sont mauvais ont un impact sur le prix direct. Il y a déjà un petit ralentissement à Paris qui est pour l'instant imperceptible, mais qui va être une lame de fond sur tous les logements qui sont mal classés en F et en G. Donc ça a un impact financier et on se dit, les bailleurs payeront. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le démarrage de l'application de cette loi, il est très ralenti. Je crois qu'il y a 13 000 dossiers qui ont été faits. Ouais, bien sûr. Ridicule. Parce qu'en fait, c'est une moyenne quand même de 20 000 euros par logement. Je ne sais pas si tout le monde a 20 000 euros sur son compte en banque pour faire les travaux. Il y a encore beaucoup de questions qu'on voudrait vous poser, Émilie Assler-Jousset, mais c'est malheureusement la fin de cette interview. Mais on abordera les autres sujets une prochaine fois. Qui veut la peau de l'immobilier, partie 2, partie 3, partie 4. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes la présidente de l'UNIS Île-de-France. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo.